Bonjour à tous. C'est bon, le micro marche. D'abord, merci Thomas pour cette invitation. C'est un honneur que de venir plancher ici au Collège de France. Peut-être encore plus ces temps-ci, où le fait d'avoir une institution qui est ouverte et qui prodigue son savoir de façon ouverte, gratuite, tout le monde est peut-être encore plus important par les temps qui courent. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments sur la taxe carbone et l'expérience des politiques climatiques en France. Donc, c'est un travail, c'est pour l'essentiel un travail qui n'est pas de moi, mais qui est un travail de l'équipe que j'ai l'honneur de diriger, le CIRED, le Centre national de recherche sur l'environnement et le développement, qui est basé dans le campus du Jardin tropical de la ville de Paris, dont vous voyez l'entrée ici, dans le bois de Vincennes. Et donc c'est un travail qui, tout ce que je vais vous raconter ici s'appuie beaucoup sur les travaux d'Emmanuel Combet, ici présent, à qui j'emprunte beaucoup des transparents qui sont ici, de Jean-Charles Ourcade, ici présent aussi, et puis d'autres personnes, Frédéric Guercy, on peut citer ici Camille Tubin, qui était doctorant chez nous, même Laure Lampin. Donc de doctorants, donc toute une équipe qui a travaillé sur ces questions de taxe carbone, et moi c'est plutôt avec ma casquette de directeur de labo que je vais vous faire cette présentation, mais ils sont ici pour corriger si je traduis pas correctement leurs résultats. Alors, le message principal, et je pense que ça fait vraiment le lien avec l'expérience suédoise dont nous a parlé Thomas précédemment, c'est de dire que pour être incitative à un niveau suffisant, une taxe carbone, elle a besoin d'avoir un niveau qui soit important, mais avec de fait des impacts directs importants sur à la fois les agents économiques, les ménages comme les entreprises. Il y a des moyens, en revanche, de structurer la taxe, et en particulier l'utilisation de son produit. Qu'est-ce qu'on fait des revenus de cette taxe pour limiter, voire atténuer, voire réduire complètement les impacts régressifs de cette taxe. Mais évidemment, les différents agents de l'économie vont avoir des visions très différentes sur ce qu'il est prioritaire de compenser. Ça, les expériences françaises le montrent. Alors, il existe des voies de compromis. Néanmoins, ça demande un pilotage assez fin de la taxe, et ça demande surtout son inscription, on le verra, pas du tout comme dans une réforme fiscale et même peut-être sociale d'ensemble. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est purement un problème d'environnement ou un pur problème technique de mettre un prix sur le carbone, mais bien plus largement une négociation sur l'ensemble du paquet fiscal, pour reprendre le terme qu'a employé. Et à défaut d'un résultat positif de cette négociation, une taxe, en tout cas à des niveaux suffisants pour entraîner des changements significatifs, une transition vers des économies de mécano significatives, a peu de chances d'être mise en œuvre. Alors, je vais essayer de structurer cette présentation en deux parties. Une première partie qui essaie de dire où est-ce qu'on en est en France et de reprendre quelques éléments rapidement de l'histoire de la taxe carbone en France. Et puis ensuite, une deuxième qui reviendra plus sur des travaux analytiques et numériques qui essaient de regarder justement quelles peuvent être les voies de compromis pour la mise en place de taxes carbone ambitieuses dans un pays comme le nôtre. Alors, il existe, donc l'état des lieux, c'est qu'il existe une taxe carbone en France depuis 2014. Elle a été introduite dans la loi de finances de 2014, qui est en fait une composante carbone sur les taxes intérieures sur la consommation. Alors, taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers, de gaz naturel et de charbon. Alors, ce dispositif, c'est un dispositif c'est pas une taxe carbone qui s'applique de façon uniforme à l'ensemble des émissions de CO2 ou encore plus de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire. Il y a un certain nombre d'exemptions. D'abord, des exemptions qui existaient déjà. Les exemptions de la taxe intérieure de la TICPE sur les transports routiers, les taxis, les exploitations agricoles, le transport aérien, la pêche. Qui existaient déjà, elles n'ont pas été supprimées lorsqu'on a changé finalement la structure de ces taxes. Et puis on a aussi
la composante carbone, en tout cas, la composante carbone de cette taxe intérieure sur la consommation ne s'applique pas pour les installations qui sont soumises au marché européen des permis, le EU ETS, l'Emission Trading Scheme, le ETS ici, et ni aux industries trop intensives en énergie. Donc vous voyez une taxe carbone qui est loin d'être une taxe dont l'assiette serait générale. Le niveau initial auquel elle a été introduite en 2014 est faible par rapport aux chiffres qui ont été montrés précédemment, clairement par rapport à l'exemple suédois, puisqu'on est aujourd'hui, on est rentré à 7 € la tonne de CO2, avec par contre une progression relativement rapide. On est passé à 14,5 en 2015, on prévoit 22 sur 2016, et la loi sur la transition énergétique qui a été votée cet été prévoit qu'on monte à 56 € la tonne de CO2 en 2020 et 112 en 2030. Néanmoins, ces chiffres sont simplement des indications. Il revient au Parlement tous les ans, dans le cadre de la loi de finances, de voter ou non ces obligations. Donc, ces chiffres-là n'ont aucun caractère il n'y a aucune assurance que ces chiffres... Et on peut se poser effectivement des questions sur la capacité de ces augmentations prévues à avoir le jour, sachant que pour 2014 et 2015, finalement, cette taxe a été complètement indolore. En 2014, en réalité, la partie non carbone de la TIC a été diminuée de telle sorte que finalement l'effet soit neutre. Donc on a introduit une composante carbone, mais on a diminué le reste de telle sorte que les taux de taxe ne changent pas. Et en 2015, donc à 14,5, là on a quand même augmenté un petit peu. On a eu un effet par exemple de l'ordre de 2 centimes au litre sur le prix de l'essence, sachant que le prix du litre d'essence à la pompe a baissé d'à peu près 8 centimes, entre 8 et 10 centimes en moyenne entre 2014 et 2015 à cause de la baisse des prix du pétrole. Donc là encore, l'effet général a simplement été... la taxe ne s'est pas vue. Le jour où les prix du pétrole remontent et le jour où ces taux de taxes commencent à monter de façon plus importante, là, la question peut être posée, en tout cas au regard des expériences passées de tentatives d'introduction d'une taxe carbone des niveaux plus significatifs, de savoir si effectivement un Parlement votera des taxes à ces niveaux. Alors, il y a une longue histoire de tentatives de taxes carbone en France qui commence dans les années 90 avec le rapport du groupe interministériel sur l'effet de serre piloté par Yves Martin. Et puis surtout le projet du gouvernement Jospin de 1999 qui étendait la taxe générale sur les activités polluantes aux combustibles fossiles dans l'objectif de financer les 35 heures, qui a été finalement censuré par le Conseil constitutionnel et abandonné. Et puis en 2009, plus près de nous, donc 10 ans, à peu près tous les 10 ans, le projet du gouvernement Fillon de création d'une contribution climat-énergie. Alors je vais m'intéresser un peu plus à ce dernier exemple, puisque le débat et la façon dont finalement l'historique de cet échec nous renseigne aussi, je pense, nous donne des indications importantes sur ce qu'il conviendrait de faire si on souhaitait réussir l'introduction, encore une fois, d'une taxe carbone à des niveaux élevés par la suite. Donc le déroulé qui est ici donne un petit peu le cadre historique de cette taxe. Donc tout commence en 2006 avec le pacte écologique de Nicolas Hulot, qui comprend la mise en place d'une fiscalité carbone, et que les candidats à la présidentielle vont signer, donc notamment Nicolas Sarkozy qui sera élu président de la République. À l'arrivée donc de Nicolas Sarkozy au pouvoir, le Grenelle de l'environnement est lancé, et dans le cadre du Grenelle est affirmé le fait que le gouvernement réfléchit à l'instauration d'une taxe sur le carbone. Projet qui est finalement lancé début 2009 avec donc déjà en apparence en tout cas un consensus relativement large, et qui est en plus mise en œuvre avec une préparation relativement précautionneuse, puisque avant de lancer le projet de loi, et bien qu'il y ait déjà eu un certain nombre de commissions d'experts qui se soient réunies et qui aient déjà planché sur les formes que pourrait prendre cette taxe, on réunit une conférence des experts, la conférence dite ROCAR, qui va essayer de dégager encore
des éléments de consensus sur la construction de là, le choix même de Michel Rocard comme président de cette conférence n'est évidemment pas neutre. Et donc en juillet 2009, fin juillet, eh bien, le rapport de cette conférence est publié, qui propose donc une taxe carbone à un niveau de 32 € la tonne de CO2, sans exception, donc s'appliquant à l'ensemble des émissions. Avec une série point important, donc il fera que le recyclage du produit de cette taxe est un élément central et qu'il devra faire l'objet de discussions et de négociations entre les partenaires sociaux. Malgré ce départ, et Michel Rocard conclut son texte en expliquant aussi qu'il est presque surpris de voir autant de consensus entre les experts de tous bords, la plupart des experts de tous bords sur ce sujet. Donc on est dans des conditions en apparence favorables, et pourtant en septembre 2009, les sondages indiquent que les deux tiers des Français sont contre le projet de taxe carbone. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Une séquence finalement de communication qui aura miné le début de consensus qui s'exprimait dans le cadre du rapport Rocard. On a donc sous la pression en particulier des associations de consommateurs inquiètes pour le pouvoir d'achat, un certain nombre de sorties d'abord de Jean-Louis Borloo, relayées ensuite par un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'autres acteurs, en particulier environnementaux, sur l'idée pour éviter les problèmes de pouvoir d'achat, on va compenser. Vous vous en souvenez probablement, on va compenser finalement on va compenser les citoyens via l'instauration de chèques verts, donc une compensation forfaitaire finalement au sens des économistes. Mais néanmoins, donc c'est un message qui d'abord qui est envoyé avant même la sortie du rapport de la conférence et qui vient faire exploser le fragile consensus qui commençait à pouvoir y avoir entre le patronat et les syndicats sur le partage du produit de cette taxe. Il rend aussi le dispositif assez peu compréhensible, puisque finalement on explique aux gens que d'un côté on va leur prendre de l'argent avec la taxe, de l'autre côté on va leur rendre, tout ça sera neutre. Ce qui apparaît au mieux comme une usine à gaz, au pire comme une tentative masquée d'en réalité de soutirer plus d'argent que ce qui ne sera rendu. À l'opposé, le patronat lui aussi prend des positions plus dures en disant non, il y a un enjeu de compétitivité, il faut qu'une partie du produit de cette taxe revienne pour soutenir la compétitivité des entreprises. Et on se retrouve finalement dans une situation de blocage politique fort. Le projet de loi est quand même déposé par le gouvernement Fillon avec une taxe à 17 € la tonne de CO2, beaucoup d'exemptions. Et tellement d'exemptions qui sera finalement invalidée par le Conseil constitutionnel en janvier 2010 et ensuite discrètement abandonnée quelques mois plus tard. Néanmoins, la validation par le Conseil constitutionnel vient déjà à un moment où de toute façon politiquement le projet est mort. Et d'ailleurs les épitaphes sur la tombe de la taxe carbone sont assez clairs. L'ensemble des acteurs sont soulagés de l'abandon de ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode ? Donc une taxe carbone, déjà, c'est à un niveau incitatif. Sachant que 32 € la tonne de CO2, on était déjà en deçà des recommandations du rapport Quinet, par exemple, qui recommandait plus de 50 € la tonne. Néanmoins, on était à des chiffres qui étaient quand même bien plus élevés que les 7 € la tonne de CO2 qu'on a vu ici. Et donc c'est des recettes, enfin c'est important. On parle de 8 à 9 milliards de recettes fiscales. Et on voit bien que dans les débats qui ont eu lieu, l'utilisation de ces recettes a révélé des tensions fortes entre des objectifs concurrents portés par les groupes d'acteurs, les associations de consommateurs qui vont pousser pour compenser le pouvoir d'achat des ménages, des arguments de compétitivité du côté des entreprises, donc baisser d'autres impôts
pour stimuler, pour faire en sorte que la compétitivité des entreprises ne soit pas trop dégradée, c'est le côté entreprise, mais aussi l'enjeu de l'emploi, ça va plutôt pour les syndicats, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas une dégradation trop forte, là pour le coup, sur l'aspect salaire. Et puis, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une cacophonie entre ministères à ce moment-là, d'un côté avec le ministère des Finances qui s'oppose à l'idée du chèque vert au nom de la réduction des déficits publics. Et donc cet objectif est présent là aussi. Donc là, on ne redistribue plus le produit de la taxe, mais on l'utilise pour remplir un autre objectif de politique publique, qui est cette réduction des déficits. Il y a aussi dans le débat, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps, mais néanmoins le fait que les autres modalités de la taxe comptent aussi. Le diable est assez souvent dans les détails. Est-ce que c'est des exonérations, des compensations? De quelle neutralité budgétaire parle-t-on? Et puis, dans quelle mesure cette taxe carbone, elle s'inscrit avec d'autres politiques? Comment elle interagit avec les autres politiques budgétaires et fiscales? Et puis, plus largement, est-ce qu'il y a des politiques de transition, d'accompagnement qui sont mises en place? On y reviendra. Donc, je vais essayer de passer maintenant à quelques éléments, plutôt cette fois-ci de l'analyse économique, donc des travaux conduits par les gens que j'ai cités précédemment, pour essayer de voir comment on peut gérer les tensions entre ces objectifs contradictoires. Quelques pistes, finalement, pour répondre à cet ensemble en apparence assez inextricable. Alors, la première chose qu'on peut apprendre de l'expérience taxe carbone, c'est qu'on a effectivement des registres d'argumentation des différents acteurs qui présents autour de la table, que ce soit les associations de consommateurs, les syndicats, le patronat, les ministères, qui sont différents. Et pour chacun, les enjeux prioritaires ne sont pas les mêmes. Bon, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Néanmoins, le reconnaître a une implication assez forte pour l'analyse qu'on fait derrière. C'est que si on veut apporter des éléments au débat, il faut être capable, quelque part, de regarder les conséquences de différents schémas de taxes carbone selon tous ces indicateurs qui sont les indicateurs que vont regarder en priorité les consommateurs, les syndicats, enfin les différents acteurs autour de la table. Donc il y a ça nous dit déjà ce qu'un modèle ou une analyse en tout cas doit capturer si on veut au moins répondre aux préoccupations des différents acteurs. Ensuite, un deuxième point important, c'est que alors qu'il y avait déjà disponible en 2009 et bien avant beaucoup d'analyses et d'études sur les conséquences d'une taxe carbone, on a quand même un décalage assez fort entre les effets perçus, ce qui passe ce qui est ensuite mobilisé dans le débat public, et puis les effets réels de la taxe. Les effets réels de la taxe. D'abord, pourquoi ce décalage entre les deux? D'abord, on oublie souvent lorsqu'on parle des effets de la taxe que les agents vont s'adapter, les ménages, les entreprises. Une fois que la taxe va être en place, ils vont modifier leurs pratiques, et c'est bien le but, puisque ce sont des taxes incitatives, mais on l'oublie un petit peu souvent dans le débat. Ensuite, on voit assez facilement la taxe, on la voit assez facilement, celui qui la paye la voit assez facilement, on voit le prix de l'essence qui augmente, le prix de l'énergie qui augmente. Néanmoins, l'impact réel de la taxe, il est différent. Il est souvent différent et plus important que de ce seul paiement de quelques centimes de plus, par exemple, sur le prix de l'essence. Pourquoi? Si je prends pour prendre un exemple simple, prenez pour les ménages, certes ça va augmenter pour eux le prix de l'énergie, mais le prix de l'énergie va aussi augmenter pour les entreprises qui vont le répercuter dans le prix des biens non énergétiques, mais produits avec de l'énergie qu'ils produisent. Et donc pour les ménages, leur panier de consommation, ce n'est pas seulement les prix de l'essence qui vont augmenter, mais c'est aussi le prix des autres biens, en particulier des biens dont la fabrication a été intensive en énergie. C'est tout bête, mais ça donne déjà une différence. Ça donne déjà une différence entre ce qui est visible, la taxe sur l'essence, et puis le coût total, mais beaucoup plus diffus, qui est l'augmentation du prix du panier de biens.
Le troisième point, c'est que, donc on a parlé de 8 à 9 milliards d'euros, c'est des sommes qui sont quand même considérables, qui vont être réutilisées, réemployées d'une façon ou d'une autre, qu'elles soient utilisées pour réduire les déficits publics ou qu'elles soient utilisées sous forme de réduction d'autres impôts ou de chèques verts ou que sais-je encore. Et ça va avoir un impact aussi sur la macroéconomie, sur le fonctionnement général de l'économie. Et donc on ne peut pas raisonner à PIB constant. Mais ça, ce sont des effets qui sont des effets plus complexes, évidemment, à comprendre et à appréhender. Dernier point, j'y reviendrai tout à la fin, c'est qu'un élément important dans le débat aussi, c'est la vulnérabilité énergétique. Le fait que les ménages, et en particulier, mais enfin on ne verra pas uniquement, les ménages les plus pauvres, puissent avoir des parts de leurs dépenses consacrées à l'énergie importantes et être en même temps dans des situations dans lesquelles ils ont peu de marge de manœuvre pour réduire cette consommation et donc être très vulnérables à des hausses des prix de l'énergie et donc à la taxe carbone. On fait souvent le lien entre, comme je viens de le faire là, entre vulnérabilité énergétique et niveau de revenu. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres déterminants qui rentrent en jeu, et ça aussi, on reviendra sur la fin, est un point important dans le dessin de qui contribue au décalage entre les éléments dans les termes du débat et les effets réels de la taxe. Donc le cahier des charges de l'analyse, il est, le slide ce transparent est compliqué, mais en fait il est simple, c'est de dire, d'abord c'est de dire bon, il faut travailler avec des éléments numériques, dès lors qu'on mêle autant d'effets entre eux, il n'est pas évident d'avoir, on est très vite sur des outils qui sont des phénomènes qu'il est difficile de démêler simplement de façon analytique. Ensuite, on a besoin, puisqu'on parle d'impact global sur l'ensemble de la macroéconomie, on a besoin d'une analyse en équilibre général. Donc, il faut être capable de comprendre les interdépendances entre le secteur de l'énergie et les autres secteurs. On ne peut pas se limiter à une analyse en équilibre partiel uniquement sur l'énergie et le secteur énergétique. Et puis, dernier point, si en tout cas cette analyse a aussi pour vocation à aider à donner des éléments, j'aime bien le mot anglais, de donner des insights, éclairer un petit peu un débat, qui est un débat nécessaire entre les partenaires sociaux et entre les acteurs de la société, et bien, il faut qu'il capture à la fois les enjeux que chacun de ces agents voit comme importants, c'est le tableau que j'ai montré précédemment, et puis aussi les visions du monde, y compris les visions du fonctionnement de l'économie que ces agents peuvent avoir. Par exemple, sur le fait que sur la flexibilité ou non du marché du travail. Et donc là, il y a besoin aussi d'un modèle qui soit suffisamment versatile pour capturer, pour voir dans quelle mesure ces résultats sont robustes à différentes visions du monde sur le fonctionnement de l'économie. Alors, donc l'outil qu'on a utilisé ici, c'est un modèle qui s'appelle IMACLIM. En fait, il fait partie d'une famille de modèles qui essaie de représenter une sorte de schéma de l'économie française, alors en économie ouverte. Donc en termes techniques, c'est un modèle d'équilibre général calculable avec lequel on fait de la statique comparative. On compare deux mondes, un monde sans et un monde avec taxe carbone. On n'a pas de représentation, pas à pas de la transition. J'y reviendrai un tout petit peu. Alors c'est un modèle il faut dire quelques points techniques, mais qui sont importants. C'est un modèle qui est, par rapport au modèle d'équilibre généraux calculable classique, c'est un modèle qui est d'abord hybride, en ce sens qu'on a essayé d'avoir non seulement à l'intérieur les flux monétaires, donc tels que représentés par les tableaux entrées centrées par la comptabilité nationale, mais aussi les flux physiques. Et c'est très important pour l'énergie, et d'avoir les deux mis en cohérence. Donc c'est un très gros travail. C'est un très gros travail, mais qui est important parce que ça permet de faire dialoguer ce modèle. Enfin, comme le modèle n'est pas seulement en euros, mais aussi avec des joules, des TEP
des unités énergétiques, mais ça permet de faire dialoguer ce modèle non seulement avec des gens qui font de l'économie, mais aussi avec des ingénieurs ou des gens qui connaissent les systèmes techniques. Et ça permet en particulier d'introduire des contraintes techniques sur les systèmes de production, le fait que la production, les systèmes productifs peuvent pas s'adapter n'importe comment peuvent pas changer n'importe comment dans la façon dont ils utilisent l'énergie et les autres facteurs de production. Et donc ça, c'est justement l'information qui vient des systèmes techniques. De la même manière, il y a des contraintes techniques au niveau de la demande, donc des ménages. Eux-mêmes vont avoir un certain nombre de besoins essentiels, par exemple minimaux en énergie, en deçà desquels il ne sera pas possible d'aller. Très concrètement, ça se traduit par le fait que, en termes techniques, la réaction la façon dont à la fois les fonctions la production et les demandes des ménages s'ajustent par rapport au changement de prix de l'énergie, bien cette élasticité prix va pas être constante, mais elle va varier et diminuer quand on se rapproche des asymptotes techniques qui sont cachés là ou là. Alors, je ne vais pas donner tous les détails, les détails du modèle, ce n'est pas le lieu. Simplement dire aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé, que le marché du travail la représentation du marché du travail est une représentation qui est de second rang, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas un marché parfait dans lequel le salaire équilibre automatiquement l'offre et la demande. On est dans une situation qui est plus proche de la situation observée, dans laquelle j'ai un chômage structurel et j'ai un salaire qui ne s'ajuste pas. J'ai une boucle salaire-chômage. Le salaire ne s'ajuste pas de façon automatique, enfin, ne s'ajuste pas. Le salaire ne s'ajuste pas automatiquement, ne s'ajuste pas de façon complètement fluide avec l'augmentation, la diminution l'augmentation et la diminution du chômage. Ça sera un point important dans l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle? Qu'est-ce qu'on va essayer de tester? On a testé, ce sont des simulations qui sont... D'abord, il faut un pas en arrière. Ce que je vous montre ici, ce sont quelques éléments de tout un énorme ensemble de simulations qui continuent aujourd'hui. J'ai pris celles qui étaient les plus documentées, mais il y a bien évidemment tout un grand ensemble de simulations qui sont derrière. Le point important ici, ce n'est pas tant d'en retenir les chiffres ou le détail des chiffres, mais plus les ordres de grandeur et la façon, les éléments les idées qui sont derrière. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment illustrer des mécanismes. En revanche, il faudrait revoir pour appliquer ce travail à la situation d'aujourd'hui, il faudrait du travail, ne serait-ce par exemple que de recaler le modèle de refaire le travail sur l'économie française d'aujourd'hui. C'est un travail qui a été conduit, qui a regardé en fait qui simule une taxe carbone, qui serait introduite donc en fait. On fait une sorte d'exercice d'histoire qui serait introduite entre 1984 et et on regarde comment l'économie française en 2004, donc, qui était la dernière économie d'équilibre, enfin, les dernières données dont on disposait au moment où ce travail a commencé. Donc comment la différence entre l'économie française en 2004 sans taxe carbone, donc celle qu'on connaît, et avec taxe carbone. Et pour pousser les mécanismes un petit peu dans leur retranchement, on a pris un niveau de taxe qui est tout à fait élevé, pas compatible avec les chiffres, bien plus élevé que les chiffres que vous avez jusqu'à présent, puisqu'on est à 3. Vous allez voir, toutes les simulations sont à 300 € la tonne de CO2. Donc prenez-le encore une fois sur un objectif d'illustration de ces mécanismes et pas pas dans le détail des chiffres. Alors, premier élément première comparaison de simulation que je voudrais montrer, qui va illustrer un point qu'a fait Thomas, c'est deux façons. Donc c'est la même taxe carbone, 300 € la tonne de CO2, commencée en 1984 et puis arrivée et mise en place progressivement sur 20 ans. Et on arrive on compare les deux économies avec et sans en 2004.
avec deux modalités d'utilisation des recettes de cette taxe. La première, à gauche, ben on rembourse la dette. Donc en fait, cette taxe n'est pas, sert à réduire la dette publique. Dans la partie droite, on a au contraire une baisse, on utilise cette taxe pour baisser à niveau de prélèvement constant, on va utiliser cette taxe pour baisser les cotisations sociales, donc les charges sur les cotisations patronales et les cotisations salariales, donc baisser finalement le coût du travail. Alors ce n'est pas un hasard si ce choix il est fait, c'est que toute une série d'études renouvelées et concordantes sur toute une série de pays européens montrent que le recyclage de taxes carbone via la baisse des cotisations sociales, est souvent pointée comme l'une des façons les plus efficaces de recycler le produit d'une taxe. L'idée étant que les taxes sur le travail, au niveau où elles sont en France et dans d'autres pays européens, sont très élevées, en effet distorsifs dans le jargon des économistes importants, et que réduire ces taxes finalement a un effet positif qui va contrebalancer en partie, voire complètement, l'effet régressif de la position de la taxe carbone. Et ce qu'on voit ici sur ces résultats, c'est qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, pour un même niveau de taxe, pour in fine à peu près le même impact en termes environnementaux, donc c'est les mêmes ordres de grandeur en termes de baisse des émissions, donc on a le même impact environnemental, les impacts économiques sont extrêmement différenciés. Donc il n'y a pas de lien direct entre un niveau de taxe d'un côté et des impacts macroéconomiques de l'autre. Tout dépend de la façon dont cette taxe est mise en œuvre et en particulier dont son produit est recyclé. C'est un résultat, ça vient simplement confirmer des résultats qui sont connus depuis longtemps. Vous voyez ici, avec le remboursement de la dette, on a un PIB qui baisse de façon significative. On parle de presque, sur les 20 ans de cette période, on parle de presque de 4 ans de retard finalement de croissance, alors qu'il augmente de l'autre côté. Une augmentation du chômage, une baisse ici. Une augmentation aussi de la pauvreté, une baisse ici. En revanche, on y reviendra sur la fin, les cotisations, l'effet sur les inégalités augmentent plus ici, avec les cotisations sociales, qu'elles n'augmentent dans le cas précédent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour donner un peu une idée du mécanisme? Donc, c'est intéressant de regarder les coûts de production dans le modèle, donc qui détermine in fine le prix de vente des biens des industries nationales. Donc, dans les deux cas, ils baissent, que ce soit remboursement de la baisse ou baisse des cotisations sociales, mais pour des raisons qui sont très différentes. Sans recyclage, donc lorsque vous remboursez la dette, finalement vous avez, un chômage qui va augmenter. Avec la courbe salaire-chômage, vos salaires diminuent. Le coût de l'énergie, la production, vos salaires diminuent. Et donc le coût de production global va diminuer. Dans le cas de la baisse des cotisations sociales, à l'inverse, vous êtes dans un cycle qui est un cycle plutôt vertueux. Vous avez certes le coût de l'énergie qui augmente, mais le coût du travail pour les entreprises qui diminue, leur compétitivité augmente, les salaires, donc de fait les salaires peuvent en fait augmenter, et on a les salaires peuvent augmenter. C'est la baisse des cotisations sociales ici qui vient compenser l'ensemble. Alors si je le montre peut-être sous la forme d'un schéma pour essayer de voir ces différents circuits ou chemins par lesquels cette taxe carbone couplée à une baisse des cotisations peut enclencher un cercle vertueux pour l'activité et pour l'emploi. D'abord, j'ai ce transfert de charges fiscales, donc j'augmente les charges sur l'énergie, mais je baisse les charges sur le travail. Donc, ce faisant,
j'ai finalement une baisse de mes coûts de production, je suis plus compétitif en termes de prix, j'ai une hausse d'activité. Mes salaires augmentent, j'ai une hausse de la consommation qui va aussi rentrer dans mon moteur. Donc ça, c'est le premier passage. Ensuite, j'ai aussi un allègement de la facture pétrolière, puisque progressivement mes importations d'énergie diminuent, puisque j'incite avec cette taxe à réduire l'usage de l'énergie et finalement à substituer de l'énergie par du travail dans la production. Donc il a aussi abouti à une hausse de consommation. Et puis le troisième point, c'est que progressivement, je vais avoir du changement structurel, cette fois-ci entre secteurs, en favorisant les secteurs donc, qui sont moins intensifs en énergie et plus intensifs en emploi, donc qui est une troisième mécanique par lesquelles cette taxe peut engendrer un cercle, avec baisse des cotisations sociales, peut engendrer un cercle vertueux. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce gain sur l'emploi est quelque chose qui est ce gain net d'emploi est un résultat qui est robuste. Là, je vous ai montré le résultat d'une simulation. Alors derrière, en fait, il y a plus d'une simulation, mais malgré tout, ce sont des résultats numériques. Donc, quel est le degré de généralité de ce résultat sur l'emploi? Donc là, pour essayer de répondre à cette question, donc des éléments sur cette question, donc un deuxième travail qui a été conduit, cette fois-ci de façon plus analytique. On a pris le modèle précédent, on l'a simplifié le plus possible pour en tirer une sorte d'épure, mais qui peut être résolu de façon analytique. Donc on a une petite économie finalement très simplifiée et sur laquelle je vais pratiquer une hausse. Je vais mettre une petite taxe carbone qui va augmenter donc le prix de l'énergie et corrélativement baisser le coût du travail en baissant les prélèvements obligatoires. Et on montre finalement dans cet univers-là que l'effet sur l'emploi il dépend au final de deux paramètres. La façon dont la sensibilité des prix aux échanges extérieurs, donc la façon dont finalement le commerce extérieur et les exportations en particulier sont sensibles au rapport entre le prix domestique et le prix mondial. En gros, si on est au-dessus de 1 sur cette axe, ça veut dire qu'une baisse de 1% des prix domestiques relativement aux prix mondiaux entraîne une augmentation des exportations de plus de 1%. Et puis ici, le paramètre de la sensibilité au chômage, finalement, des salaires, qui est le paramètre de cette fameuse courbe salaire-chômage dont j'ai parlé précédemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, et donc, dans cette phase ici, on a cette petite taxe. Enfin, cette taxe sur l'énergie compensée par une baisse des cotisations sociales, des prélèvements obligatoires, génère un gain en emploi. Dans la phase qui est ici, elle génère au contraire une perte en emploi. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour donner encore une fois simplement une intuition. Dans la zone 1, les ménages voient leurs revenus baisser avec l'augmentation du coût de l'énergie, mais leurs revenus augmentent par diminution, mais le coût total de production, il augmente aussi, puisque le prix de l'énergie baisse, mais les cotisations sociales baissent aussi, le coût total de production augmente, le coût total de production baisse, pardon, et ça entraîne donc comme le coût total de production baisse, le prix des biens domestiques baisse, ce qui fait qu'il devient plus compétitif à l'export, et comme les exportations réagissent fortement, par hypothèse, puisqu'on est au-dessus de cette... Eh bien, finalement, on a un gain important lié l'effet lié à la hausse des exportations l'emporte. Finalement, ce gain, il est tiré par les exportations. Lorsqu'on est en dessous de cette barre, au contraire, l'effet exportation, gain en compétitivité exportation, n'est pas suffisant. Et donc tout va reposer sur la demande domestique. Dans la partie 2, donc cette fois-ci le coût de production, le coût de production augmente.
Mais il y a une hausse, des... donc, oui. On a une hausse des... je vais y arriver. On a une hausse des oui. Cette hausse des salaires est suffisante pour compenser cette fois-ci effectivement la baisse du travail. Et la hausse du prix total, en même temps, elle va augmenter. On perd un peu de part de marché à l'extérieur, mais c'est pas suffisant pour trop baisser les exportations. Dans 3, ce qui va l'emporter finalement, c'est l'effet de baisse, c'est l'effet d'augmentation des prix, l'augmentation des prix de l'énergie. Le salaire réel diminue, coût de production aussi, et les exports augmentent, mais pas suffisamment pour compenser les deux. Alors, où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à ce schéma? On peut montrer que les risques, que finalement, on a des chances d'avoir avec une augmentation des taxes sur le carbone compensée par une baisse des cotisations sociales, on a des chances d'avoir un effet positif sur l'emploi lorsqu'on est dans des situations de chômage haut, de salaires nets qui sont relativement faibles et de consommation d'énergie fossile des ménages élevée par rapport à celle, non négligeable par rapport à celle de l'ensemble du système productif, qui sont des conditions dans lesquelles le pays se trouve. Donc il y a des raisons, alors encore une fois c'est un modèle trop simplifié, mais il y a des raisons c'est un élément supplémentaire pour dire que pour appuyer le résultat numérique qu'on a vu précédemment. Alors, je vais passer ces éléments de détail de mise en œuvre vu l'heure, et simplement revenir sur cette question distributive pour conclure. Puisqu'on avait vu, alors, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme qui vous montre selon 4 dimensions, l'emploi, la consommation des 5% les plus pauvres, donc c'est la question de la pauvreté, le PIB, et puis à gauche la réduction des inégalités, donc qui vous montre les performances de chacune de ces, soit de ne pas avoir mis en place de taxe carbone, rien du tout, donc ça c'est ce qui est en très pointillé. La taxe carbone accompagnée d'une baisse des prélèvements obligatoires, qui est le losange en noir. Et ce que l'on avait vu, c'est que lorsqu'on avait cette taxe carbone accompagnée d'une baisse des prélèvements obligatoires, on avait à la fois un effet positif sur l'emploi, une réduction de la pauvreté, une augmentation du PIB, donc on faisait mieux que la référence sur ces 3 dimensions. En revanche, on avait une augmentation des inégalités. On creusait les inégalités. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, les riches, qui certes ont une part dépensent plus en des consommations des factures énergétiques plus élevées, vont aussi être ceux qui vont être les plus aptes à bénéficier de la reprise économique qui est présente dans ce scénario. Et on va au contraire creuser ceux qui vont finalement être les plus mal lotis, vont être pas le décile, le vingtile le plus pauvre, mais ceux qui sont juste après, qui ont à la fois des dépenses d'énergie importantes et qui vont avoir aussi une hausse de revenus, mais pas en proportion avec ce qui se passe sur le décile, sur les niveaux de revenus les plus élevés, d'où creusement finalement des inégalités. Donc ça pose question, évidemment, et on peut imaginer des solutions alternatives, disant au lieu d'utiliser le produit de la taxe pour baisser les prélèvements obligatoires, faisons des transferts vers les ménages. Donc les transferts forfaitaires, les chèques verts dont j'ai parlé au départ. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a alors un effet positif sur la pauvreté, un effet positif sur la réduction des inégalités. En revanche, un effet neutre en termes d'emploi, voire négatif par rapport à la référence en termes de croissance économique. Ce qui est assez logique, c'est que là, vous faites porter toute la charge finalement de cette taxe carbone sur les entreprises, et ce sont les pertes de compétitivité qui viennent expliquer ce résultat. C'est ce point ici. Donc derrière, ça demande, si on veut à la fois conserver les avantages de ce qu'on avait de la baisse de cotisation sociale et en même temps
éviter une baisse des inégalités, voire avoir un effet positif aussi sur les inégalités, il faut trouver des formules de compromis. Alors, je ne vais pas, étant donné l'heure qui tourne, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le point important, c'est que finalement, quelque part, il faut trouver des formules qui partagent le produit de cette taxe entre, d'un côté, effectivement, une réduction des cotisations, une baisse des cotisations sociales et puis de l'autre, une redistribution vers les ménages, en particulier vers les plus pauvres. Ce qu'on peut montrer, c'est que si on s'y prend habilement, on peut arriver, c'est la solution en vert ici, à des solutions qui sont finalement qui permettent d'être positives sur l'ensemble de ces quatre dimensions, encore une fois, de faire mieux que la référence sur l'ensemble de ces dimensions. Néanmoins, ça demande, ces systèmes demandent d'abord une négociation assez fine sur le partage de ces revenus, donc on parle de négociation sociale, et ensuite des mécanismes de redistribution, plus finalement, l'idée que plus on veut être efficace, plus il faut cibler ces crédits d'impôt et ces transferts vers les populations qui sont vraiment en situation de vulnérabilité énergétique. Ce qui n'est pas une évidence, puisque lorsque l'on regarde la vulnérabilité énergétique, elle dépend certes du revenu, mais pas uniquement. Ce que vous avez sur le graphe de droite, c'est finalement la part de l'énergie dans le budget des ménages pour 10 500 familles types tirées de l'enquête budget des familles de 2005, si je ne m'abuse. Donc vous avez en abscisse le niveau de vie et en ordonnée quelque chose qui représente la part de l'énergie dans le budget des ménages. Et vous voyez qu'on n'a pas vraiment une corrélation négative entre d'un côté le revenu et de l'autre la part de l'énergie dans le budget. Pourquoi? Parce que d'autres facteurs, évidemment, rentrent dedans. Vous avez ensuite des diversités géographiques, les ruraux, les gens qui sont en grande banlieue vont avoir des besoins énergétiques plus élevés et donc des parts de l'énergie dans leur budget plus importants. Donc il y a d'autres caractéristiques qui jouent que le seul revenu et qui nécessitent, qui rendent ce ciblage fin nécessaire mais aussi plus compliqué. Pour conclure, quelques enseignements généraux de ces exercices. Donc d'abord, on l'a dit, le choix de l'usage des recettes est un enjeu central. Et là, on n'est plus du tout dans une politique climatique ou une politique d'environnement, on est bien dans quelque chose qui touche à la réforme, à la fiscalité d'ensemble, et donc c'est vraiment les interactions entre politique environnementale et politique globale. Ce qui n'est pas complètement évident parce qu'on constate une segmentation encore trop forte entre à la fois intellectuelle mais aussi politique, simplement la division et institutionnelle, la division entre ministères, entre ces questions, pourtant qui sont intimement liées. De quoi est-ce qu'il faut débattre derrière? Le compromis sur l'usage des recettes, on l'a dit, la définition des plus vulnérables, et puis comment est-ce que j'attribue et j'évalue, et comment je fais évoluer plutôt l'attribution des aides qui sont ciblées, qui sont des paramètres clés qui sortent de l'analyse. Ça pose des questions de gouvernance de tout ça, d'organisation du dialogue social, de connexion, pas de besoin de déconnexion, pardon, j'aurais dû enlever le D, mais de connexion des expertises, c'était ça l'objectif, et puis une capacité d'évaluation, de suivi de ce type de dispositif complexe au cours du temps. Voilà, je vais terminer sur un point qui n'est pas sur le transparent, mais que je voudrais dire ici. Là, j'ai parlé uniquement de la France. J'espère avoir rempli le contrat que m'avait donné Thomas. Néanmoins, pour dire que ce type de problème se pose, on l'a vu sur la Suède, il se pose en fait dans à peu près l'ensemble des pays du monde, et il va se poser d'autant plus qu'avec ce qui devrait arriver à Paris, c'est-à-dire finalement un accord global où chaque pays, y compris pays du Nord et pays du Sud, s'engage quelque part vers une trajectoire de réduction des émissions ou de stabilisation de ces émissions de gaz à effet de serre, ce type de question va se poser, c'est-à-dire d'articuler dans chaque pays les politiques l'enjeu climatique, éventuellement via un instrument taxe, et les autres enjeux de court terme. La réduction du chômage n'est pas qu'un problème en France, les enjeux de compétitivité, etc. Ça demande des analyses qui sont des analyses locales, nationales. Les circonstances sont très différentes d'un pays à l'autre.
Même les recommandations que l'on peut faire en termes de nature de recyclage de la taxe ne vont pas du tout être les mêmes selon les systèmes fiscaux préexistants. On travaille là sur l'Afrique du Sud actuellement. Ce n'est pas la baisse des cotisations sociales qui est la priorité dans un pays comme celui-là, le système fiscal étant, la base fiscale étant ce qu'elle est. Voilà. Mais donc ce type d'analyse, en tout cas, est absolument nécessaire si l'on veut arriver à éclairer où sont, et l'idée c'est quand même qu'il y a effectivement les points les synergies possibles entre l'enjeu de moyen long terme, l'enjeu climatique, et les autres enjeux de développement. Avec ça, je vous remercie.